Alors, les politiques de cette table me pardonneront de donner d'abord la parole à la société civile, parce que la société civile, elle croit que dans les meetings, on commence et on finit à l'heure, et donc elle a prévu des trains à 2h ou à 2h30 pour rentrer à Paris. Bon, voilà, donc je vais proposer qu'on donne la parole d'abord, si elle l'accepte, à Arnaud Vessier, parce que nous avons un chef d'entreprise, alors il faut quand même le soigner. Nous avons un patron qui a fait le déplacement, alors je propose que nous l'écoutions. Merci Valérie. Oui, moi je démarrerai d'abord par juste un petit constat d'optimisme. C'est-à-dire que le chômage qui est considérable en France est en fait une exception française. Parce que contrairement au discours public qui est de dire qu'il y a du chômage partout, si on regarde les 4 grandes économies de l'OCDE, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Angleterre, le Japon est à 4, les États-Unis à 6, l'Allemagne à 6 et l'Angleterre à 6. Donc on a en fait, seule la France a 70% de chômage de plus que les autres. Ce qui veut dire que si on avait une politique économique à peu près normale, au bout des quelques années qu'avait annoncé François Fillon, on devrait revenir à une situation de l'emploi acceptable. Donc ce n'est pas une fatalité. Et il y a dans les années 80, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient le même taux de chômage de 9% à l'époque. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont dans une large mesure résolu le problème, là où la France est partie dans la mauvaise direction et le problème ne cesse d'empirer. D'où la mauvaise volonté maintenant en ce qui concerne les commentaires sur le chômage. Mais le chômage est une résultante, alors qu'en France, on a toujours pris le chômage comme un problème à attaquer directement. C'est la résultante de la croissance, et la croissance est la résultante de l'activité économique et des entreprises. Et comment fonctionnent les entreprises? Elles ont besoin de flexibilité et elles ont besoin de compétitivité. En matière de flexibilité, on sait tous maintenant quelles sont les mesures à prendre. Les entreprises, pour embaucher, ont besoin de pouvoir débaucher. Sinon, elles seront toujours en sous-emploi. Et c'est le cas français. Et en particulier, on sait qu'en plus, avec les seuils à 10 et 50 de représentativité syndicale, il y a un deuxième frein à l'embauche et que la France a 2 fois plus d'entreprises de 49 employés que d'entreprises de 50 employés, ce qui paraît un peu particulier. Donc il faut revenir sur la flexibilité. La flexibilité, faire pas plus, mais pas moins que ce que font nos voisins européens et qui sont concurrents et amis. C'est-à-dire revenir à une représentativité syndicale beaucoup moins contraignante qu'elle ne l'est aujourd'hui, revenir à un temps de travail et une flexibilité du travail qui soit bien meilleure. C'est pour ça que la mesure proposée par François Fillon de remettre la durée du travail à 39 heures dans la fonction publique, qui paraît une révolution en France, c'est juste la règle partout. Revenir à des négociations au niveau entreprise et branche. Donc ces mesures sont absolument naturelles. N'oubliez pas que la Suisse, pays admirable en matière d'emploi, puisqu'il y a 1% de chômage, la Suisse, dans un référendum récemment, a refusé la 5e semaine de congés payés, au nom du fait que si la 5e semaine de congés payés compromettrait la compétitivité de la Suisse. Donc, et on a un pays qui, contrairement à l'idée reçue, est le pays qui réussit le mieux au plan industriel, encore mieux que l'Allemagne. Deuxième point, la compétitivité. La France a une politique depuis maintenant longtemps, mais qui s'accélère, de gains de pouvoir d'achat au niveau des salariés qui sont supérieurs aux gains de productivité. Et donc notre compétitivité s'érode chaque année. Et c'est particulièrement clair, si vous regardez l'Angleterre pendant la crise économique, la différence d'augmentation de salaire entre la France et l'Angleterre a été de 3% par an pendant 5 ans. Donc 15 points en 5 ans. Du coup, l'Angleterre se redresse et est repartie en croissance, et la France voit l'inverse. Donc les mesures sont clés. Et en tant que chef d'entreprise, ce que je peux vous dire, c'est quand on se promène dans le monde, le débat n'est pas là. Tout le monde est d'accord avec ces options fondamentales. Le débat est de savoir comment on va aider à la création d'entreprises, comment on va faire
fructifier le triangle d'or université, recherche, entreprise. Ce sont des débats qui sont de la génération suivante. Mais savoir s'il faut ou pas que les gens travaillent et que les entreprises aient droit à la flexibilité est une évidence dans le monde entier. Et là, c'est un débat qui est clairement une exception française et auquel il faut qu'on mette un terme, parce que sinon, on n'arrivera pas là où il faut vraiment travailler, c'est-à-dire sur la fiscalité, qui aujourd'hui est totalement défavorable. Et donc, pour mon groupe, il est clair qu'il est plus intéressant d'investir en dehors de France qu'en France. Et il faut revenir à une situation où il sera au moins aussi rentable d'investir en France qu'à l'étranger. Sinon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous nos grands groupes qui se portent bien globalement se portent bien parce qu'ils portent leur investissement en dehors de France et diminuent l'investissement au maximum au niveau français. Donc il faut absolument recréer les conditions de l'investissement en France, et pour les recréer, Valérie a parfaitement raison, il faut que la fiscalité redevienne normale, je ne dis pas exceptionnelle, mais aujourd'hui, pour les grands cadres, la fiscalité est devenue totalement défavorable, donc les grands cadres s'en vont, et ils se déplacent en Grande-Bretagne, en Suisse ou ailleurs, ou maintenant au grand international, et dès qu'ils se déplacent, leur intérêt pour la France diminue. Et évidemment, au niveau des fortunes, comme l'a rappelé François Fillon, c'est totalement absurde d'avoir un pays comme la France qui est remarquable dans l'exportation de ses riches et de ses fortunes et de ses hauts salaires. Dès qu'il y a un peu d'argent, on les aide à partir, alors que ce sont les gens qui sont clés pour aider à l'investissement en France, qui est aujourd'hui en panne, comme on le voit, puisqu'il est négatif. Donc un certain nombre de recettes qui sont assez évidentes, l'impôt sur la fortune étant une clé là, puisque l'impôt sur la fortune a été quand même une machine à faire partir nos groupes à l'étranger, ce qui est au détriment de nous tous. Donc les mesures sont en place. Dans le programme, je pense que maintenant on les a bien clairement. Ce qui sera intéressant, c'est la deuxième génération de mesures pour aller au-delà, aller vraiment au niveau de la création d'entreprises et de l'innovation. Moi, je tiens à remercier Arnaud parce qu'il a fait vraiment le travail qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire de concrètement se mettre à la place d'un politique et d'identifier la mesure clé qui déverrouillera le système. Parce que souvent, quand on écoute des chefs d'entreprise, pardon Arnaud, mais ils se plaignent de la situation, mais ils ont du mal à franchir la barrière qui serait de verbaliser les 5-10 mesures qui raniment la compétitivité dans notre pays. De ce point de vue, on ne peut pas dire que cette intervention ait manqué de clarté. Et d'ailleurs, un grand nombre ont été reprises, donc je sens une influence forte sur le programme de Force républicaine.